Je suis heureux de vous accueillir dans mon petit atelier. Comme vous le savez, je suis fils d'horloger. Ça va plus loin que le business en fait. On a une vision qui est commune. C'est cette notion de préserver et puis de défendre la belle horlogerie. La nouvelle école, elle est pour moi un écrin qui est juste flamboyant. Donc ce 200e dans un lieu qui est nouveau comme ça, c'est magnifique parce que ça va marquer vraiment un lieu et puis un temps. Comment ça va? Bien et toi? C'était la première question d'un des étudiants. Ouais, c'est bien, c'est important de commencer comme ça par des politesses. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis horloger indépendant qui a fait un parcours à l'école d'horlogerie de Genève, dans l'ancien site de Butin, pour dire old school. Comme vous le savez, je suis fils d'horloger. Le papa a développé sa propre marque. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans les rouages de l'horlogerie, donc c'est quelque chose qui est vraiment une passion. Pour moi, ça a été un petit peu dur de démarrer, pas mal de portes qui se sont fermées parce que j'étais fils de horloger et puis dans ce milieu de l'horlogerie qui paraîtrait secret, on voulait pas qu'il y ait un fils d'horloger qui vienne un petit peu espionner comme ça et faire des rapports au quartier général maître de la maison Antoine près de Souzeau Genève. J'ai pris ça un petit peu à la rigolade, mais au début, c'était un peu décevant aussi. J'ai eu des opportunités de travail en entreprise. Donc, mon premier stage, c'était chez Chopard. Et ensuite, mon premier patron, c'était Franck Muller, qui m'a permis de voir tous les aspects de l'horlogerie. Donc, au début, l'anglage. Pendant 1 année et demie, j'ai fait de l'anglage sur des petites caches tourbillons, sur des petits ressorts fil, tout, machin. Donc, j'ai vraiment aimé ce métier-là. Ça m'a permis, en fait, de développer. Donc, en critiquant des côtés techniques qui pourraient être améliorés, fiabilisés, en ayant surtout une connaissance des matériaux, parce que quand on fait de l'anglage, on doit connaître vraiment la rigidité, on va dire, de la matière. Ça m'a permis un petit peu de faire des rapports au bureau technique, donc aux ingénieurs, sur des géométries qu'il faudrait changer par rapport à la décoration, par rapport à la fiabilité, le service après-vente, tout ça, jusqu'à développer un atelier vraiment de recherche et développement sur des pièces beaucoup plus compliquées. Le tourbillon m'a toujours, on va dire, suivi. C'est que mon papa a fait des tourbillons aussi dans les années 2000. Franck Muller ont développé des tourbillons et j'ai eu l'opportunité de développer un tourbillon sur 3 axes. Me spécialiser vraiment dans l'achevage, le réglage, l'équilibrage de cet organe régulateur. Et ensuite, j'ai donné un coup de main au papa au sein de l'entreprise parce que c'était une période où il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu des très belles pièces de fête. Il y a eu la crise horlogère de 2008. Donc c'était assez difficile, il y a tout qui est redescendu. Donc moi je me suis remis en question sur des lacunes que j'avais au sein du métier d'horloger, c'était le développement. Donc tout ce qui était, on va dire, construction. Je me suis, entre guillemets, offert une formation sur un logiciel de développement à la Neuville pour pouvoir vraiment avoir une autonomie dans la conception. Et en 2009, je me suis mis à mon compte. C'est plus un laboratoire parce que j'expérimente des choses, un peu de chimie là, la micromécanique derrière, il y a de la programmation, il y a du design. Ici, c'est vraiment un espace de création où je développe des protos, des pré-séries. Je prépare ici des kits en fait, pour pouvoir après aller dans l'autre atelier, si je parle proprement dit de la marque familiale, Antoine près de Souzeau Genève, d'aller faire le montage final dans les locaux qui sont les ateliers de mon papa, qui sont à la campagne, où on fait vraiment le montage final des pièces et puis où on fait l'emboîtage, capture une atmosphère. Et cette atmosphère-là, on capture l'air de la campagne, quand on monte les pièces et que c'est le chant des oiseaux. Et c'est pour ça que c'est important pour nous que le montage final il se fasse dans les ateliers à la campagne. On commence à comprendre, on commence à se rajouter des casquettes sur la tête, un petit peu des métiers qui n'existaient pas dans la formation, qui est la gestion d'une entreprise. Voilà en résumé un petit peu ça. Selon toi, quelles qualités et compétences sont essentielles pour devenir un bon horloger? C'est comme tout métier, si on veut le faire bien, c'est déjà d'être passionné par ce qu'on fait, on y met du cœur. Et puis un bon horloger, il doit être curieux.
Donc quand on est passionné, forcément on se pose des questions, on veut aller plus loin, on veut optimiser. Il faut ces facultés-là, on va dire. Ayez des visions beaucoup plus loin que juste le début, le tremplin qui est l'apprentissage. Ayez une vision de carrière en tant qu'horloger, mais une carrière qui peut vous amener beaucoup plus loin que vous pouvez le penser actuellement. Est-ce que tu pourrais nous résumer ton passage à l'école en un mot? C'était cool. Étonnamment, les souvenirs sympathiques que j'ai eus, c'était les souvenirs de galère. On s'acharnait à faire du pivotage, tout, parce que c'était vraiment un défi qu'on se mettait. On se challengeait entre potes à faire des pivots les plus petits possibles, tout, à essayer de garder la patience de faire ces pivots. On avait des enseignants qui étaient vaches. Et en fait, j'aimais bien ça. Parce qu'ils nous regardaient des fois, puis ils regardaient le pivot, puis ils disaient non. Puis ils prenaient le pivot et paf, ils le pétaient devant nous, puis ils regardaient, puis ils disaient et tu recommences. Et ça, c'est des moments, maintenant j'en rigole, parce que des fois, ça m'arrive de me venger, on va dire, sur des élèves, de perpétuer ça. Et puis on y prend vraiment à l'humour. Et puis ça permet aussi de maintenir une certaine patience. Et relativiser sur certaines choses et puis voilà, et puis ça repart, quoi. Est-ce que tu as un prof qui t'a marqué en bien ou en mal? J'ai beaucoup aimé Carlos Lorenz parce que c'était lui sa première volée. C'était une période où j'étais assez rentre dedans et puis je pense qu'il s'en souvient bien de cette première rentrée. Et puis Pascal Meutier, Blattner aussi en matériaux. Alors je le détestais sur le moment. Je le détestais parce que c'était dur. Les matériaux m'ont toujours passionné. L'étude des matériaux, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Est-ce que tu es encore en contact avec tes anciens enseignants? Oui, toujours. On se retrouve, on crée des événements ensemble, on se revoit, on échange des anecdotes. Et puis on garde toujours contact. Si on a besoin d'un service ou même des fois d'une fourniture, ça arrive d'appeler un ancien prof, un ancien collègue et puis demander un coup de main ou voilà, c'est un réseau en fait. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en regardant cette image? Des rêves, des souhaits, parce qu'on voit une étoile filante, on fait un vœu. Et ces étoiles filantes, c'est des choses qui sont tombées sur cette terre, qui sont un petit peu des graines de vie, entre guillemets. C'était un hommage un peu au temps, à l'espace-temps, de pouvoir faire des objets chronométriques dans cette matière qui est la météorite, qui est juste incroyable. Parce que c'est vivant, c'est une matière qui est pas homogène, il y a plein de types différents de météorites, de l'étude de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, et ça peut se décliner en bijoux, en boîtiers, ou même juste en objets comme ça de contemplation. C'est très philosophique. À quoi ça te fait penser cette image? Papa, Philippe, et puis le petit jeune. Beaucoup d'émotions. C'était un très très grand moment de joie et d'instant présent qui était juste incroyable. Je souhaite à tout horloger qui veut faire carrière, c'est une validation d'un travail qui a été fait, qui nous a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes. Et quand ce prix a été décerné à deux personnes qui étaient un binôme, comme l'a dit Philippe Dufour, le binôme père-fils pour une pièce qui est innovante, toujours dans le monde du tourbillon, du triple tourbillon, c'était vraiment fabuleux. Quelles sont les erreurs qu'on fait quand on crée son entreprise? Vouloir se lancer trop tôt, il faut vraiment cette maturité parce que sinon on risque d'être déçu. Parce qu'il faut avoir des armes un peu. Il y a beaucoup de casquettes différentes dans la gestion d'une entreprise qu'on n'imagine même pas en fait. Par quel secteur ou poste devrait passer un horloger avant de créer son entreprise? Je dirais d'avoir déjà une rigueur de production. Même si c'est en petite quantité, on va devoir produire. Donc il faut savoir gérer cette production, donc la gestion de fourniture, des choses comme ça, de la gestion du sous-traitant. Après, une notion de peut-être de service après-vente, parce qu'il faut être un peu débrouillé des fois dans le monde de l'horlogerie, surtout dans le monde des complications et des choses comme ça. Il faut anticiper les choses, il faut se projeter. Une frustration un petit peu que j'ai peut-être eue, c'est de pas être parti à l'étranger, peut-être exercer mon métier pour apprendre
des bases techniques sur différents langages, donc typiquement l'anglais ou des choses comme ça dans les rapports clients. Est-ce qu'on doit déléguer finalement quand on se lance, ou plutôt se dire « je vais tout faire tout seul » ? Je dirais qu'il faut justement s'entourer de meilleurs que soi. C'est Jean-Claude Biver qui disait ça. Il faut s'entourer de meilleurs que soi pour créer quelque chose de plus grand et puis surtout saisir des opportunités. Parce que les opportunités, des fois, ne se présentent pas deux fois. Donc, Quel souvenir tu gardes de ton passage chez Philippe Dufour ? un personnage. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce côté humain, moi, que je recherche dans les rencontres de personnes. C'est de prendre les gens avec leurs petites mimiques, avec leurs défauts, des choses que j'ai connues aussi en ayant un papa indépendant. Et par contre, tous ces rapports-là, c'est des rapports de cœur. Parce que c'est des gens qui sont très francs. Des fois, la franchise, ça peut un petit peu blesser certaines personnes. Donc, on a bien rigolé ensemble avec Philippe dans son atelier, en tout cas. Quelle est la montre la plus compliquée ou complexe que tu aies jamais eu à réparer ? Une Swatch, parce qu'on peut pas l'ouvrir. Donc, je cherche toujours la vis. Donc, non, ouais. En gros, c'est ça pour moi la complexité, c'est de se dire qu'en fait, on trouve pas de façon de pouvoir la réparer. Quel est le profil type de tes clients ? On a vendu des pièces à des gens qui sont, on va dire, qui ont eu un crush, vraiment qui sont tombés amoureux parce qu'ils ont ressenti quelque chose autour de ces pièces, parce que on voit ça plus comme de l'art en fait. Donc on a eu des docteurs, médecins, il y a eu des acteurs aussi, mais qui connaissaient pas spécialement l'horlogerie. Après, c'est des gens qui veulent pas être monsieur tout le monde ou madame tout le monde, qui veut un peu plus de sensualité, cette touche un peu extravagante, tant dans le côté design que le côté technique aussi. Et puis soutenir aussi une famille, quoi, une famille père, fils, fille qui fait de la bijouterie et puis qui sont indépendants. On dépend d'aucun groupe, d'aucune banque, donc on s'auto-subventionne. Des fois, c'est frustrant parce qu'on a des projets en tête qu'on voudrait développer. On n'a pas assez de jus dans le réservoir, donc on doit attendre un petit peu que ça se remplisse, tout, pour pouvoir après vraiment s'exprimer comme on a envie de le faire. Est-ce qu'on s'adapte au client ou c'est le client qui s'adapte à la montre ? Moi, j'ai un rapport direct avec le client, c'est ce que je recherche. D'ailleurs, quand on vend une montre assez chère, on invite le client à venir ici en Suisse. Si c'est un client de l'étranger, on lui offre le voyage dans des plus beaux hôtels autour du lac, comme ça, pour pouvoir venir découvrir déjà notre place, on va dire, de création, notre lieu de création. Cet échange client est très important. Donc, comme on dit, c'est un peu du win-win. Donc, on doit s'adapter un petit peu au client, mais on doit aussi nous proposer quelque chose. Donc, on doit être à l'écoute. Donc, c'est une harmonie. On doit créer une harmonie. Avec l'expérience que tu as maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment dans la gestion de ton entreprise ? J'aurais créé une team, une équipe, vraiment pour pouvoir créer quelque chose de peut-être plus ambitieux, entre guillemets. J'aime bien aussi avoir une certaine liberté parce que j'ai d'autres passions à côté. Et il y a l'horlogerie qui prend une grande place, mais j'ai beaucoup d'autres passions aussi qui me prennent du temps puis qui me demandent d'être assez flexible justement avec cette notion de temps. Donc on est un petit peu entre les deux. Donc voilà, cette position me convient assez bien quand même, je l'assume bien. Quelles sont tes autres passions hormis l'horlogerie ? J'aime beaucoup la mobilité parce qu'on est très statique, on va dire, quand on fait de l'horlogerie. Quand je quitte mon atelier, j'aime bien être en mouvement. Donc ça peut être un déplacement en vélo, en randonnée. De nouveau, la passion des matériaux m'anime. Donc il y a eu des expéditions de montée dans le désert pour aller chercher de la météorite. Je vais régulièrement en montagne parce qu'on a la chance d'avoir des pics alpins qui sont magnifiques, qui sont riches en cristaux. Tout ce qui sort un petit peu de la terre, tous ces éléments-là de la nature, en fait, de jouer avec ces éléments, le vent, le temps, la terre, j'aime beaucoup ça, ça m'anime énormément. Et la musique aussi. Sa musique, ça nous fait vibrer. Et puis voilà, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique, en fait.
Que penses-tu de l'évolution de l'enseignement de l'horlogerie entre ton époque et aujourd'hui? Elle a humainement assez évolué. Elle est beaucoup plus actuellement à l'écoute des jeunes, on va dire, en formation. À l'époque, on imposait, on va dire, une formation. Donc maintenant, peut-être que les étudiants ont plus leur mot à dire, ils peuvent participer, on va dire, au développement de l'école. La nouvelle école, elle est, pour moi, c'est un écran qui est juste flamboyant, qui est pour le moment en train de se patiner un peu. Il faut qu'elle se patine un petit peu, cette école, qu'on prenne nos repères, on va dire. C'est bientôt le 200e anniversaire. Donc ce 200e dans un lieu qui est nouveau comme ça, bah, c'est magnifique parce que ça va marquer vraiment un lieu et puis un temps. Cet emplacement aussi qui est basé un peu plus sur cette vision industrielle parce que bah, on fait une formation, on veut un emploi derrière, on veut gagner notre vie. Donc on a des opportunités, c'est de rencontrer des gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Il y a la Fondation Fort Pro qui est là, qui forme. Il y a des usineurs, j'ai des sous-traitants qui travaillent aussi dans l'espace tourbillon. Et cette synergie-là est peut-être plus visionnaire. Comment te tiens-tu informé des évolutions et des innovations dans l'horlogerie? Les réseaux sociaux sont là, on va dire, pour transmettre de l'information à des plateformes aussi, et puis des personnes, des collectionneurs, des passionnés, des créateurs qui échangent quasiment en live de ce qu'ils font. Il y a la Société des horlogers de Genève, il y a toujours des petites rumeurs, il y a toujours des petites fuites. Même si ça reste dans un groupe assez fermé, ça nous permet aussi de débattre de certaines choses et puis d'orienter forcément aussi les choses, quoi. Quelle est la relation entre les différents horlogers indépendants? Et donc les indépendants, c'est des gens sensibles. Et forcément, les gens sensibles, c'est des gens qui ont de la franchise. Et puis, bah, des fois, entre indépendants, on peut être critique, on peut être franc, et où il peut y avoir des super collaborations qui se créent aussi. Et puis je dirais que justement, c'est ça, c'est ce côté vivant, c'est un rapport vivant, quoi. Ça va plus loin que le business, en fait. On échange vraiment des émotions et puis des valeurs, quoi. Surtout, on a une vision qui est commune. C'est cette notion de préserver et puis de défendre la belle horlogerie, quoi, tout simplement. Donc ça, on s'entend tous là-dessus, quoi. Venez animer le 200e anniversaire de l'école d'horlogerie. Venez tous soutenir la formation de l'école d'horlogerie et microtechnique.